Bienvenue dans ce nouvel entretien dans lequel nous allons parler du conflit ukrainien et de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Lehouari Addi. Alors, bienvenue Lehouari, Merci, merci de m'avoir invité, Karim. avec grand plaisir. Alors, Lehouari Addi, vous êtes professeur à la retraite, Sciences Po Lyon. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire Triangle rattaché à l'ENS Lyon. Vous êtes aussi professeur invité à l'Université du Maryland à Baltimore aux États-Unis. Et vous avez, comme le public de la chaîne le sait déjà, mais je vais rappeler, vous avez quand même beaucoup de publications. Je cite votre dernier ouvrage, La crise du discours religieux musulman, publié aux éditions Presse universitaire du Louvain, traduit en anglais chez Roth. Pardon, et pour l'Algérie, publié aux éditions France Fanon. Il est D'accord. disponible en Algérie aux éditions France Fanon. C'est très bien. Et je sais aussi qu'il est en cours de traduction en langue turque. C'est ça, il En sera cours bientôt de disponible en traduction Turquie. en turc, il a Ouais, été traduit déjà et publié chez Routledge en anglais, ouais, et il y a un projet de publication en arabe au Maroc. très bien. Et surtout, je vois que vous avez un projet aussi vous avez une publication en cours, Retour sur Kant. Hein, donc c'est un ouvrage philosophique et une relecture de Kant. Ça sera publié aux éditions Armand Collin et c'est prévu pour janvier 2026. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Kant est un philosophe très important. Il est au fondement de la modernité intellectuelle. Et moi, en tant qu'intellectuel du Sud global ou intellectuel algérien ou intellectuel d'origine musulmane, j'aimerais bien que Kant soit connu, sa philosophie soit connue dans mon pays, parce qu'il est au fondement de la modernité religieuse. Et nous avons un problème dans le monde musulman avec la modernité religieuse. Tout à C'est en fait. lisant Kant que je me suis aperçu qu'il y a une interprétation moderne, qu'il peut y avoir une interprétation moderne du Coran, comme il y a eu une interprétation moderne de la Bible ou des évangiles. Tout Donc à il fait. faut lire Kant. Absolument, absolument. Et de toute façon, on attend avec impatience la parution du livre et nous ferons certainement une présentation, voire plusieurs, sur ces thématiques que tu soulèves avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, nous allons donc parler on va parler un peu de géopolitique mondiale en partant du conflit ukrainien. Alors, ma première question va porter sur le rôle des médias parce qu'on le voit maintenant de plus en plus dans tous les conflits. Les médias jouent un rôle très très important. Et en regardant le traitement médiatique du conflit ukrainien, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que les médias, notamment occidentaux, n'ont-ils pas construit une vision manichéenne des choses, donc une représentation manichéenne de ce conflit? Et surtout une autre question, euh, que perd-on en représentant ainsi le réel, professeur Lehouari? Oui, merci Karim pour m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet. Certains peut-être penseraient que ce n'est pas ma spécialité, mais du fait que j'ai enseigné pendant plus de 15 ans euh, la sociologie des relations internationales à l'IEP de Lyon, ça m'a permis de lire les classiques des relations internationales. Et donc, j'ai un point de vue de citoyen, mais aussi plus ou moins d'un universitaire versé dans les relations internationales. Pour répondre à ta question sur les médias, elle soulève une question plus générale. Euh, qu'on s'entende bien.
les États-Unis, l'Europe, ce sont des démocraties. Ce sont des démocraties, mais ces démocraties sont agressées, sont limitées par deux grands facteurs. D'abord par le marché. L'information est devenue un bien marchand. Et donc, le grand public n'a pas accès à une information, euh, je ne dirais pas neutre, mais une information élaborée qui fait la part des choses. L'information est devenue un bien marché, un bien marchand aux États-Unis, et on a vu qu'est-ce que ça a donné. Ça a donné l'élection de Trump, Fox News. Fox News. Euh, donc il aurait fallu que la démocratie se protège ou protège l'information. Ça, c'est la deuxième limite à la démocratie, c'est que il me semble qu'en Occident, en Europe, on va prendre le cas de la France que nous connaissons peut-être mieux, le citoyen français, il a la liberté de critiquer la politique la politique intérieure de Macron, il a la liberté de critiquer les décisions du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Culture ou je ne sais pas quoi, mais la politique étrangère du président ou du gouvernement est taboue. Les opinions sur la politique étrangère, les opinions, les différentes opinions sur la politique étrangère des citoyens français, on ne les retrouve pas dans les grands médias et dans les journaux, disons, crédibles comme Le Monde, etc. Quand vous lisez Le Monde, le traitement du conflit ukrainien est partial. Alors, je dis cela surtout que, parce que qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que les opinions publiques des pays occidentaux ne marchent pas, c'est un conflit qui est étranger. C'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. L'Américain, le Français, le citoyen britannique, il le perçoit comme un conflit étranger. Mais quand on voit quand même l'implication des États-Unis et de la France et de l'OTAN en général, on n'a pas quand même cette impression. Alors, l'implication, c'est ce que je dis, Oui, l'implication du gouvernement Biden a été soutenue par le New York Times. Quand je dis les journaux crédibles, moi je lis Le Monde et le New York Times, entre autres. Euh, ou la télévision MSNBC qui est censée être de centre-gauche. Ils soutiennent tous la politique guerrière belliqueuse du gouvernement Biden et aujourd'hui je ne sais pas quelle est la position de Trump sur le conflit, parce qu'il change tous les 24 heures. oui, Mais mais on en tout voit quand cas, même comme qu'il se c'est un rapproche. opportuniste, Ouais. c'est un opportuniste, Trump. Il sait, il sent. C'est un animal politique. Il sent qu'une grande partie de l'opinion publique américaine est contre l'aide américaine à l'Ukraine. Il surfe sur ça. Et c'est Ça, pour ça c'était que. ça, c'était pendant la période électorale. Ça, c'était plutôt ses Non, promesses. non, mais juste après, quand il a humilié Zelensky Oui, à la Maison-Blanche, il s'est fait écho d'une grande partie de l'opinion publique qui le soutient, de ses électeurs. tout à fait, ouais. La grande partie de ses électeurs sont des isolationnistes. Isolationniste, tout à fait, oui. Et Mais donc, comment il mais comme revient il n'est pas. les derniers temps? Parce que là, récemment, il se rapproche de plus en plus de la politique de Biden sur l'Ukraine. C'est vrai, mais en même temps, et c'est là, c'est pour ça que je dis que c'est pas un type normal, Trump. En même temps, il demande à l'Europe de payer les armes qu'il va envoyer à l'Ukraine. Ce qui pose problème aux Européens, notamment aux Français. La France est un grand pays exportateur
d'armes, et les Français et d'autres, ils se disent, mais puisque ce sont les Européens qui payent, au moins qu'ils payent les armes de fabrication européenne. Et donc, est incohérent. Euh, il a donné un ultimatum à Poutine, ultimatum qui finit le 8 août. Auparavant, il lui avait donné un ultimatum de 50 jours. Euh, Trump change d'avis. Il n'est pas cohérent. Mais en tous les cas, il ne soutient pas l'Ukraine comme le faisait de façon constante, mais limitée. Je vais dire pourquoi limitée de Biden. Quand je dis limité, Biden ne voulait pas jusqu'à envoyer des troupes américaines ou des troupes de l'OTAN en Ukraine. Et donc, mais pour revenir à notre sujet sur les Oui, médias, sur les médias, c'est-à-dire qu'est-ce que sur les les médias médias, ont le... il y a un fort courant d'opinion en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en France, qui est différent de celui du gouvernement officiel, et on ne le retrouve pas dans les grands journaux et dans les grands médias. On n'explique pas, on n'explique pas l'origine, les causes du conflit. Il y a un conflit, il y a des causes. Alors, comment on l'explique dans les médias, dans Le Monde ou Financial Times, etc. euh, Poutine est un autoritaire, Ouais. c'est un démon, c'est un démon, et il risque d'envahir toute l'Europe. Oui, et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question que j'ai préparée. Est-ce qu'on peut réellement dire que la Russie est le seul agresseur dans cette histoire, ou faut-il aussi interroger les responsabilités de l'Occident? Il faut euh, étudier la genèse du conflit et il faut parler des causes du conflit. Euh, et il faut aussi écouter. Il faut écouter ce que dit l'adversaire. Que, que, que dit Poutine? Poutine, il dit, premièrement, je ne veux pas que l'Ukraine soit membre de l'OTAN parce que je ne veux pas de chars américains sur une frontière de 800 ou 900 kilomètres à côté. Et je veux que la langue russe soit protégée, soit reconnue parmi les populations russophones du sud et de l'est de l'Ukraine qui elles-mêmes, ces populations, sont attachées à la langue russe. Elles ne rejettent pas la langue ukrainienne, elles veulent la reconnaissance de la langue russe comme langue officielle nationale à côté de la langue ukrainienne. Or, la loi sur les langues de 2019, votée au Parlement ukrainien, ne reconnaît qu'une seule langue nationale officielle, le russe. Et donc, les Ukrainiens, c'est des Ukrainiens russophones, ils sont attachés à l'Ukraine, mais ils sont aussi attachés à leur langue. Le russe, eh bien, à partir du moment où ils disent leurs droits linguistiques, leurs droits culturels sont bafoués, on se sépare du gouvernement de Kiev, on se sépare de l'Ukraine. Et c'est ainsi il y a eu un conflit armé dans le Donetsk et le Luhansk à partir de 2014. Il y a eu un conflit armé. Lequel conflit s'est arrêté avec les accords de Minsk, et ces accords de Minsk ont mis fin au conflit, mais ils ont été dénoncés officiellement par le gouvernement de Kiev en janvier 2022. En D'accord. février 2022, Poutine décide d'envahir cette partie de l'Ukraine qui est russophone, et il a déclaré reconnaître les deux républiques autonomes
du sud de l'Ukraine, voire même le rattachement à la Russie. Donc, c'est un conflit qui aurait pu être évité diplomatiquement, mais les Américains, les Anglais, surtout les Américains et les Anglais, ont poussé les Ukrainiens à aller jusqu'au bout en leur disant que s'il y a conflit, on va vous soutenir. Ils leur ont menti parce que les Ukrainiens, je pense, ils ont compris par soutenir, envoyer des troupes. Parce que dans un conflit comme celui-ci entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine n'a aucune chance de se défendre contre les Russes du fait que la Russie, c'est 150 millions d'habitants, l'Ukraine, c'est 40 millions, mais aujourd'hui, elle tourne autour de 25 millions. Il y a à peu près 8 millions d'Ukrainiens russophones qui ne se considèrent pas comme appartenant à l'Ukraine. Il y a 6 millions d'Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine. Il y a près d'1 million de morts et de blessés. Donc, humainement, l'Ukraine n'a pas les moyens pour entretenir une armée suffisamment nombreuse pour faire face à la Russie qui dépasse l'Ukraine en nombre. L'armée russe dépasse en nombre. Elle dépasse en nombre et aussi en armement. Tout à fait, ouais. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que n'importe quel type moyen aurait dit que c'est une guerre perdue d'avance. Pourquoi c'est une guerre perdue d'avance? Effectivement, si l'OTAN, c'est-à-dire Américains, Français, Allemands, etc., faisaient la guerre à la Russie, peut-être que l'Ukraine tiendrait. Mais il ne faut pas oublier que la Russie est une puissance nucléaire. C'est ce qu'a dit, c'est ce qu'ont dit en privé plusieurs dirigeants européens et même américains à Zelensky. Il ne peut, c'est pour ça que c'est une guerre perdue d'avance. La Russie est une puissance nucléaire. L'OTAN ne peut pas engager une guerre avec la Russie. Mais qu'est-ce qui Parce que explique? les opinions publiques, juste ce Ouais. dernier mot, les opinions publiques américaines, françaises, britanniques, je parle des pays qui ont l'arme nucléaire, n'accepteraient l'usage de l'arme nucléaire que si leur pays est attaqué directement. Mais si des pays étrangers sont en conflit, ils n'accepteront pas l'usage de l'arme nucléaire. Parce que la Russie est une puissance nucléaire. Le Français va se dire, ou l'Américain qui habite dans le Colorado, est-ce que ça vaut la peine, moi, que je reçoive sur la tête une bombe atomique parce que Ukrainiens et Russes ne s'entendent pas? Surtout que, il y a une solution diplomatique. La solution diplomatique, c'est que l'Ukraine renonce à l'adhésion à l'OTAN. Et l'Ukraine se déclare neutre. La Suisse est un pays neutre. L'Autriche est un pays neutre. Et la Russie n'est pas contre le fait que l'Ukraine appartienne à l'Union européenne. Tant que c'est une union économique et commerciale. Alors, si tu permets, Karim, juste, je vais Oui. développer, je vais faire une digression Non, mais vas-y, ouais. concernant la théorie des relations internationales. Mm. Parce que tout à l'heure, tu avais dit, est-ce que les Russes soutiennent Poutine dans cette guerre? Les spécialistes des relations internationales, ils parlent du security dilemma, du dilemme de la sécurité. Ouais. C'est-à-dire, ils disent qu'au niveau mondial, les États, les 200 États qui existent dans le monde, sont potentiellement en état de conflit.
potentiellement. Pourquoi? Parce que chaque État se soucie de sa sécurité. Tout à fait. Et donc, c'est un dilemme. Et donc, il se soucie de sa sécurité, il accroît son armement. Mais comme le voisin, il voit qu'il accroît son armement, lui aussi, il accroît son armement. Et cette course aux armements peut mener au conflit. Ça, c'est une donnée anthropologique. C'est une donnée anthropologique. Et donc, ces spécialistes des relations internationales, ils parlent du besoin de sécurité qu'a un pays. Si on veut éviter la guerre, il faudrait respecter le sentiment de sécurité du pays voisin. Et pour la Russie, ça passe par la La non-aggression Russie de se sent menacée. Ce n'est pas que Poutine. 80% des Russes ouais. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça qui explique soutiennent, le fait que la population continue de le soutenir malgré les sanctions bien, et les continuent de humanitaires? le soutenir dans cette guerre parce qu'ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés. Alors tu vas me dire, mais les Ukrainiens aussi, Ouais. ils se sentent menacés. Les Russes leur disent, si vous n'amenez pas les chars de l'OTAN sur vos territoires, on pourra avoir des relations diplomatiques normales. Mais on ne veut pas de chars américains à nos frontières. C'est une position raisonnable parce que si les Chinois installaient des chars chinois à la frontière entre le Mexique et la Californie, les États-Unis envahiraient le Mexique. Tout à Et fait. on a vu ce cas avec Mm. la crise de Cuba en 1962, Absolument, ouais. lorsque l'Union soviétique avait installé des missiles balistiques à Cuba. Et Kennedy a donné un ultimatum à Khrouchtchev. Il lui a dit ou bien tu les retires, ou bien c'est la guerre. Et Khrouchtchev les a retirés. Alors maintenant, le consensus chez les Américains et les Européens, l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. Mais au prix de la destruction d'une grande partie de l'Ukraine. Il Le prix d'un- fallait, ouais. il fallait dès le début. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Les services de sécurité, euh, normalement, ils devraient informer les politiques sur la possibilité de gagner une guerre ou de ne pas la gagner. C'est une guerre qu'il était impossible à l'Ukraine de gagner, Et d'ailleurs, militairement. justement, j'ai envie pour vraiment continuer sur cette lancée. euh, on voit bien que l'Europe continue de soutenir l'Ukraine, mais j'ai envie de dire jusqu'où? Et notamment en rapport avec les opinions publiques européennes. C'est-à-dire ce soutien, on voit bien que la guerre continue et que l'Ukraine et avec ses soutiens occidentaux s'enlisent de plus en plus dans ce qu'on pourrait appeler une nouvelle guerre sans fin des Américains et du bloc, on va dire, occidental. Mais ce soutien, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait briser ce soutien? C'est quoi? C'est les opinions publiques? C'est quoi? Alors, Aussi la défaite totale, il y a la des défaite totale, informations, c'est-à-dire la chute de Kiev. il y a des informations qui circulent euh, qui disent que euh, Londres, Paris et Berlin sont en train de changer de position. Et on le sent déjà avec leur proposition de cesser le feu. Ouais. Parce qu'ils ont insisté il y a 2 ou 3 mois qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais ils n'ont pas dit le retrait de l'armée russe des territoires conquis. Donc ils ne veulent pas le dire par fierté, je crois, mais j'ai comme l'impression qu'ils acceptent le fait accompli, ils acceptent le rapport de force sur le terrain. Et sur le terrain, il n'y a aucune possibilité à ce que les Ukrainiens récupèrent les terrains perdus. Et Ouais. alors, il est question de négocier à ce que
la Crimée et les terrains conquis par la Russie ne soient plus redemandés par l'Ukraine et que ce qui reste de l'Ukraine pourrait, dans un futur proche, adhérer à l'OTAN. Et là, Poutine dira non. Et Oui, donc, on va aller vers ce que les spécialistes appellent un conflit figé, c'est-à-dire qu'il va y avoir, dans 2 mois ou dans 3 mois, lorsque l'armée ukrainienne ne pourra plus combattre, faute d'hommes et d'argent, n'est-ce pas? euh, il va y avoir le fait accompli. Et donc Poutine imposera une paix sur la base du rapport de force militaire sur le terrain, c'est-à-dire ça se transformera en conflit de basse intensité, comme on dit, c'est ça. de basse intensité, et Poutine dira non à l'adhésion à l'OTAN, non à l'achat d'armes ou à la réception d'armes offensives de l'Europe, et l'Ukraine n'aura pas, Kiev n'aura pas d'autre alternative que d'accepter. C'est-à-dire que les dirigeants ukrainiens ont mené leur pays vers le désastre et ils ont été floués par les pays occidentaux. Est-ce qu'on peut dire, professeur Le Houari, que euh, l'Occident peut-être n'a pas floué directement, n'a pas trompé les Ukrainiens, mais peut-être que les dirigeants occidentaux ont trop compté sur leur capacité à imposer leur volonté par le mécanisme notamment des sanctions et qui s'est révélé inefficace. Et c'est ça peut-être Bien une des sûr. premières grandes surprises. Déjà, premièrement, comment tu analyses cette inefficacité totale des sanctions américaines et européennes? Et après, il y a un deuxième volet pour cette question. Est-ce qu'on peut dire que peut-être même ces sanctions ont eu un effet contre-productif, inverse, c'est-à-dire que peut-être elles ont aussi contribué à renforcer le régime russe et la légitimité et la posture de Poutine? Commençons alors par déjà les sanctions en elles-mêmes. Pourquoi ça n'a pas marché? Avant de, avant de dire pourquoi ça n'a pas marché, il faut voir quel était le plan concocté par les services secrets, c'est-à-dire le MI6 et la CIA. Parce que c'est eux qui sont, surtout le MI6 britannique. Alors, pour eux, il fallait faire chuter Poutine. Et pour eux, l'Ukraine n'est qu'un prétexte. Et ils ont fait un plan en disant ou en se disant qu'on pousse Poutine à agresser l'Ukraine, nous allons prendre des sanctions économiques qui vont étouffer l'économie russe, les oligarques russes vont se retourner contre Poutine et qui va tomber, et nous aurons un régime à Moscou qui serait très favorable au gouvernement européen. Donc Et ce c'est une énième calcul opération s'est de révélé change, c'est ça? faux. Pardon. Donc c'est une énième opération de changement de régime, regime change. C'est le régime change. Euh, alors là, je reviens aux théories, à la théorie ou à la discipline des relations internationales. Il y a deux grandes théories. Il y a la théorie réaliste et il y a la théorie libérale. La théorie réaliste, elle dit, les réalistes, ils disent, pour avoir la paix, il faut tenir compte des intérêts des pays, Même de l'adversaire. de l'adversaire. Il a des intérêts. Il a une zone d'influence. Il faut la reconnaître. Comme ça, on aura la paix. Sinon, on va se faire la guerre. Le courant libéral, il dit, pour avoir la paix, il faut instaurer les démocraties. Et là où il y a des régimes autoritaires,
il faut leur faire la guerre et installer la démocratie. Il y a beaucoup de choses à dire Voyez-vous? sur cette démocratie. Donc le courant libéral, en fait, le courant libéral est plus belliqueux que le courant réaliste. Oui, concrètement, dans les faits, oui. Et donc, euh, propager les valeurs de la démocratie, du marché. Et la Russie a accepté le marché. Maintenant que Poutine soit un homme autoritaire, c'est aux Russes de décider. C'est aux Russes de décider s'il est autoritaire ou pas, s'il le change ou pas, mais pas aux Américains ou aux Anglais. Et donc, c'est là où on se rend compte qu'une troisième faiblesse des démocraties occidentales, c'est que le Parlement, peut-être que c'est moins vrai pour les Américains, les parlements ne contrôlent pas les services secrets. Les élus ne contrôlent pas. Les élus britanniques ne contrôlent pas le MI6. Et le MI6 fait ce qu'il veut. Le Sénat américain contrôle formellement la CIA. La CIA fait ce qu'elle veut. Et ça, c'est dangereux parce que ce sont des gens anonymes qui ne rendent pas de compte. Oui, ils ne sont pas Ils ne élus. rendent pas de compte. Les élus rendent des comptes à leurs électeurs. Et donc ça, c'est une faiblesse de la démocratie. Donc, est-ce Il qu'on peut dire que faudrait finalement, que, comme disent certains, que la démocratie occidentale, c'est de la poudre aux yeux et que finalement, elle ne diffère pas grandement des systèmes occultes, autoritaires, des dictatures qu'ils dénoncent souvent? Est-ce qu'on peut dire ça bien sûr, non mais, dans leur fonctionnement? bon, comme projet théorique, la démocratie, comme a dit Churchill, c'est le moins mauvais des systèmes. Mais comme projet et comme institution, la démocratie, elle, se perfectionne toujours. Elle se perfectionne toujours. Par exemple, la France, c'est un pays démocratique. Les États-Unis sont un pays démocratique. Mais dans ces pays, il y a de très grands déficits démocratiques. Oui, est-ce qu'on peut dire que vraiment elle se perfectionne ou peut-être même c'est plutôt Donc, l'inverse? le mouvement social, les luttes populaires, citoyennes, perfectionnent. Certains Quand je disent dis que nous perfectionne, parce que assistons à un recul. pardon, juste un mot, quel est l'objectif de la démocratie? Ou quelle est la vocation de la démocratie? C'est le contrôle populaire, c'est le contrôle de l'exécutif par la sanction populaire ou par les. Or, on n'a pas ça. En France, il y a, comme disent les spécialistes des constitutionnalistes français, une monarchie présidentielle. C'est une monarchie présidentielle. Euh, aux États-Unis, la démocratie a été vidée par les lobbies. Par les lobbies. Il n'y a pas que le lobby israélien, il y a le lobby de la pharmacie, le lobby militaro-industriel, le lobby des armes et le lobby israélien, entre autres. C'est ces lobbies et cette tradition des lobbies qui est antidémocratique, et il faut les interdire aux États-Unis si on veut que les États-Unis soient une démocratie, eh bien, cette pratique des lobbies est en train de s'installer à Bruxelles. Et Bruxelles impose aux différentes capitales des pays européens des politiques économiques Oui, c'est ce que qui certains sont appellent, faites, qui c'est ce sont que, faites sous la pression des lobbies. tout à fait, c'est ce que certains C'est-à-dire, ce n'est appellent. pas fait dans l'intérêt des Français ou des Allemands ou des Italiens. C'est Donc, fait dans l'intérêt des lobbies. donc il y a un transfert de souveraineté vers Bruxelles, ou même parfois certains disent qu'il y a Le un lobby. renoncement à la Un souveraineté renoncement. sur Un certains, renoncement. sur certaines Et questions. le dernier exemple, ce sont ces accords commerciaux sur les tarifs entre Ursula, Et comment dire, Trump, non, Ursula et Trump, Ursula ouais, euh, von der Leyen, oui. von der Leyen,
Et Trump, premièrement, ça s'est passé dans une propriété privée en Écosse, une propriété privée de Trump, ce qui est un affront. Il a convoqué la commissaire européenne et le Premier ministre britannique dans son domaine privé, C'est vrai qu'on alors n'a que pas, ces on n'a pas trop parlé négociations, de cet aspect formel. C'est vrai qu'il y a quand même, c'est symbolique, c'est fort, hein. c'est alors qu'il aurait dû aller à Bruxelles négocier. C'est-à-dire Déjà là, sur le plan de la forme, c'est en dehors Ursula von der Leyen en dehors aurait du cadre refusé. institutionnel. Premièrement. Deuxièmement, ce qu'elle a négocié, elle a négocié selon les intérêts du commerce extérieur allemand et non pas selon les intérêts du commerce extérieur de l'Union européenne. Et il y a une très grande gronde dans les pays européens, notamment en France, en Grèce et en Espagne. Est-ce que c'est, Elle n'a pas représenté l'Europe, elle a représenté l'Allemagne. Et les États-Unis, et là on rejoint l'autre aspect de notre discussion, la géopolitique. Et donc je fais juste une introduction et je te redonne la parole pour poser des questions si tu veux. Les États-Unis sont en train de sacrifier l'économie européenne. Et ça ne date pas seulement de Trump. Biden déjà avait pris un décret, avait signé un décret, 2 ans, je crois, il y a 2 ou 3 ans, où, par lequel il affaiblissait l'économie européenne. Il subventionnait les investissements qui se font aux États-Unis. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes qui sont parties aux États-Unis. Donc, pour contrer la Chine, les États-Unis sont en train de sacrifier l'Europe. donc finalement cette grande alliance occidentale, en réalité peut-être c'est juste une grande hypocrisie en fait, parce qu'on voit clairement que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes, ne vont pas dans le même sens et parfois même s'affrontent, sont contradictoires. Mais les alliances ne tiennent que lorsqu'il y a une menace qui, euh, qui pointe. Mais avant que cette menace ne se réalise, chaque membre de l'alliance essaye de se défendre mieux que l'autre. Et donc, les États-Unis, au lieu de faire front, je ne dis pas qu'ils doivent le faire, mais pour défendre les intérêts de l'Occident, au lieu que les États-Unis s'allient économiquement à l'Europe pour faire face à la Chine, les États-Unis lâchent l'Europe pour euh, essayer de rattraper ou pour, euh, oui, pour amortir la concurrence avec la Chine. Mais là aussi, c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que la Chine se trouve maintenant dans une dynamique de, de domination commerciale mondiale. Et même Trump, qui, et pourtant c'est un, outre le fait qu'il est un peu déséquilibré, selon beaucoup d'Américains, hein, pas que moi qui le dis, en anglais il dit he's unhinged. Aux États-Unis, unhinged, si tu dis aux États-Unis unhinged, ils vont te dire Trump. Bon, Et c'est-à-dire maintenant, il est en déséquilibré. train et maintenant, il est en train d'être lâché même par sa base, par le mouvement Bien MACA. sûr, Il y a bien de... sûr, bien sûr. Mais, Parce mais, que, bon, avec mais Lahouali, cette j'ai affaire envie qu'on revienne, Jeffrey Epstein, etc. ouais, j'ai envie qu'on revienne sur une question très importante que tu as soulevée tout à l'heure, c'est-à-dire le modèle démocratique occidental. Est-ce que peut-être cette guerre en Ukraine est en train de révéler l'obsolescence de ce modèle?
Et on voit d'ailleurs clairement que la Russie, bon, la Russie, elle est déjà engagée dans le conflit, mais la Chine, l'Inde et même des pays africains, des pays du Sud, si on peut parler de Sud global, cherchent, à travers de nouveaux mécanismes d'alliance, cherchent peut-être une alternative ou des alternatives au modèle de la démocratie occidentale qui se révèle être, j'ai envie de dire, inopérant. Non, c'est pas que le modèle démocratique est inopérant. Le modèle, Parce qu'il est miné par les intérêts libéraux oui, des uns et oui, des oui, autres, ben, une c'est répression. pour ça que c'est pour ça qu'il faut l'approfondir. Il faut l'approfondir pour défendre le bien public. Oui, mais quand on Or, construit sur un le bien système public, libéral qui est lui-même fondé sur l'intérêt, sur la recherche du gain, on va dire, maximal, est-ce que ça n'est pas, ça ne va pas en contradiction avec une vision démocratique collective? J'ai envie de dire que bon, les intérêts restreints individuels ou des groupes vont contre par essence même, contre les intérêts de la société, des intérêts collectifs. Est-ce que c'est ça, c'est peut-être pas ça qui est en train qui a miné le système démocratique libéral occidental et qui est en train de causer la perte de l'Occident dans tous ces conflits, parce qu'on le voit, ils sont quand même en difficulté en Ukraine, mais aussi même au niveau économique, on sent qu'ils sont en train de perdre la guerre économique face à la Chine et qu'on voit même que d'un point de vue, on va dire même culturel, le modèle occidental ne fait plus l'unanimité, n'est plus le modèle à suivre. Parce qu'on peut aussi le voir sur les questions sociétales. Quand on voit par exemple, euh, on va dire ce qu'on pourrait appeler le progressisme, pas social, mais sociétal, sur les questions LGBT, sur les questions des mœurs, sur les questions du modèle de société, on voit aussi que l'Occident est lâché par le reste du monde. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que nous assistons à un moment crucial de notre histoire? C'est le moment du dépassement du modèle occidental par d'autres choses qui est en train de naître. Est-ce que c'est peut-être pas ça que révèle plutôt le conflit ukrainien? non, mais dans ton intervention, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs aspects. Mais pour revenir à la démocratie, Ouais. si on part de la définition sociologique de la société, qui est une articulation d'intérêts contradictoires. Et les individus défendent leurs intérêts. Mais en même temps, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et donc, si on veut vivre ensemble dans la dignité, dans la paix, il faut des contre-pouvoirs. Il faut des contre-pouvoirs. Il y a eu, avec la création ou la mise en place de la démocratie dans les pays occidentaux au XIXe siècle par la bourgeoisie a choisi la démocratie pour défendre ses intérêts. La classe ouvrière a profité, a aussi défendu ses intérêts à travers les congés payés, Ce qu'on appelle les acquis les sociaux. syndicats, etc., etc. Donc, mais ce qui est arrivé dans les années 70, c'est la vague néolibérale qui a remis en cause les conquêtes sociales et qui a stoppé le mouvement de revendication citoyenne et la tendance à contrôler le pouvoir exécutif. Et donc, une grande partie du pouvoir politique est passée au marché. Et Au quand je marché. dis au marché, ce n'est même pas le marché
de la bourgeoisie industrielle qui créait des richesses. Aujourd'hui, le marché, c'est le capitalisme financier, C'est la c'est le spéculation. capitalisme rentier. Par exemple, je vais prendre un exemple. Mm. Si on prend le salaire d'un ouvrier aujourd'hui, un ouvrier aux États-Unis ou en France ou ailleurs, si on le décompose lorsque cet ouvrier fait des achats, plus de la moitié, plus de la moitié de son salaire va à des rentiers, va à des rentes. Déjà, à commencer par son logement. Son logement a été amorti il y a peut-être 30 ans ou 40 ans. Il continue à payer un loyer qui, aux États-Unis, il peut être la moitié de son salaire. Et c'est vrai aussi en France. C'est vrai en France, oui. Donc, mais les syndicats ouvriers ont arraché des institutions, par exemple comme l'APL, pour permettre à l'ouvrier de louer un logement décent. Mais ces conquêtes sont en train d'être remises en cause par le capitalisme financier. C'est ça Et donc, la démocratie en Occident est en crise parce qu'elle est agressée par le marché, par les financiers. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'information devrait être un bien non marchand. La santé devrait être un bien non marchand. L'éducation devrait être un bien non marchand. Mais c'est dans le Aux cœur. États-Unis, aux États-Unis, tu as des dizaines de milliers, sinon des millions d'anciens étudiants qui sont encore en train de payer les prêts pour faire leur diplôme, alors que beaucoup d'entre eux sont au chômage. Et donc, ce modèle-là, il va finir par exploser. Ce modèle va finir par exploser. Ça ne peut pas. Les États-Unis ont 37 000 milliards de dettes. Ils payent chaque année, juste les services de la dette, 1 000 milliards. Juste les intérêts de la dette. 1 000 milliards, c'est le budget, c'est le PIB de l'Arabie Saoudite. Donc, ça ne peut pas continuer, ça va exploser. J'ai lu aujourd'hui dans Le Monde que les 6 derniers mois, le déficit du budget de l'État français s'est creusé de 100 milliards d'euros. Ça ne peut pas continuer, ça va exploser parce que le marché, le capital financier international a trop pressé la société et les gens vont exploser. Et ça, c'est une crise. Et pourquoi? Parce que la démocratie est en crise dans la mesure où les gens ne sont pas entendus dans les institutions. Les gens ne sont pas entendus. Le PS, le PS n'est pas le parti, n'est même pas le parti des classes moyennes. Tout à fait. Et, et cette, et, et cette implosion on va dire, du système occidental, est-ce que ça va causer systématiquement son effondrement, l'effondrement par exemple, de l'Union européenne, dont certains sont en train de parler, et aussi, quelle alternative? C'est ça qui, à mon sens, doit attirer notre attention. Est-ce qu'on peut dire que la Russie ou la Chine ou l'Inde ou les pays du Sud global peuvent représenter une alternative au système occidental? Non, ce que je ne vois pas,
Parce qu'on voit très bien que la Chine a adopté, la Chine n'est plus communiste, la Chine a adopté le libéralisme, une certaine forme de libéralisme avec un système autoritaire. La même chose aussi, on peut la dire de la Russie. Et donc, est-ce que peut-être le contrôle, on va dire, les institutions défaillantes en Occident vont être remplacées par de nouvelles formes d'autoritarisme qui permettent un retour vers des États centralisés, autoritaires, avec un monopole, un contrôle, même des marchés, et même une sorte, oui, de libéralisme autoritaire. Et d'ailleurs, certains parlent de crédit social, parlent de beaucoup de choses qui sont en train d'arriver petit à petit. Et donc là, pour revenir, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai l'impression aussi que ce conflit ukrainien, c'est au fond, c'est vrai que d'un point de vue géopolitique, c'est l'affrontement de deux blocs, des anciens blocs Est-Ouest, c'est-à-dire une sorte de remake de la guerre froide, mais en même temps aussi, c'est l'affrontement de deux visions du monde, et je dirais même de deux visions du capitalisme. Un capitalisme néolibéral, débridé, et un capitalisme autoritaire, à la chinoise ou à la russe. Est-ce que ça serait ça, professeur Le Ouellet? Alors, oui, non, mais j'ai comme l'impression que quand on est en Occident, euh, on refuse de connaître, de savoir ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Inde, etc. Tout à fait. Et Ouais. dire dire que la Chine est un régime autoritaire, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans la mesure où il y a un parti unique, mais ce parti unique est enraciné jusqu'au dernier des villages et il y a de vrais adhérents. C'est pas comme chez nous en Algérie, le FLN c'est une administration. Il y a de vrais adhérents et qui confectionnent ou qui ramassent qui donnent les avis de la population et qui les transmettent. Il y a, pas dans le sens occidental, mais il y a un fonctionnement démocratique en Chine à travers le Parti communiste. À travers les institutions du parti ou les instances du Tu parti. sais un chef régional du Parti communiste en Chine, s'il fait un rapport sur un gouverneur de la région pour corruption ou pour manquement à sa mission, il est écouté, il est relevé de ses fonctions. Le parti a une autorité. Le parti a une autorité. Le président Xi n'est pas un militaire. Il est le président de la commission militaire du parti. Et c'est la commission militaire du parti qui nomme au grade de généraux et qui met à la retraite des généraux. Ce n'est même pas un. C'est-à-dire que c'est pour ça. Et ce système-là, il permet de mobiliser les compétences du pays. À un degré moindre, la Russie aussi, Poutine, c'est un autoritaire, mais c'est un autoritarisme intelligent, dans le sens où il utilise les compétences de de la société russe. C'est pour ça qu'ils ont réussi à construire des économies de production. Mais si tu entends parler la responsable de la Banque centrale russe, tu comprends qu'elle a un très haut niveau en économie. Poutine, il l'écoute. Poutine ne lui impose pas. Poutine, il l'écoute. Si je compare à l'Algérie, le président, d'abord, bon, ou le décideur, il n'écoute pas.
On a eu un ministre des Finances compétent et qui a été mis à la porte 6 mois après parce que justement, il avait proposé une mesure qui mette de l'ordre dans le pouvoir informel, dans le marché informel. Il a été mis à la porte. En Russie, il n'aurait pas été mis à la porte. En Chine, il n'aurait pas été mis à la porte. Je parle de Aziz Fayad. Il y a des compétences en Algérie. Elles ne sont pas mobilisées. Tandis qu'en Chine, les compétences sont mobilisées et on les écoute. En Russie, c'est la même chose. C'est pour ça que la Russie arrive à tenir tête à l'Occident. Donc, moi, je dis que la démocratie, c'est un horizon. On ne sait pas ce qui va se passer dans 50 ans ou dans un siècle en Chine. Mais il ne faut pas croire que la Chine est sous la botte d'un président autoritaire et qui fait taire tout le monde. Il a un projet et il a mobilisé la population autour de ce projet. Ce projet, c'est quoi? C'est de sortir la Chine de la pauvreté et de faire de la Chine une puissance économique mondiale. La population chinoise, ouvriers compris, adhère. Poutine a réussi à réunir autour de lui les Russes parce qu'il leur a dit, et ils le sentent, que nous sommes agressés par l'OTAN. Les pays baltes, l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie. Et les Russes ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent. Donc, il y a des phases historiques de la démocratie. Les, les, les citoyens, ils sont, ils sont d'accord si, s'ils sont écoutés, s'ils sont entendus, que ce soit par les élections ou par d'autres. Bon, personnellement, je préfère la démocratie libérale, mais à condition qu'elle fonctionne comme cela a été décrit par Locke, Rousseau, Kant, etc. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la démocratie aux États-Unis, en Angleterre, en France, est déficitaire et elle est étouffée par le marché. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, en regardant pour vraiment poursuivre sur cette lancée, parce que c'est très très important pour nous, notamment les pays du Sud et l'Algérie surtout, parce qu'on voit très bien que dans le discours officiel d'un Abdelmajid Tebboune, par exemple, on voit qu'il y a quand même une tentative très perfide de se positionner sur, on va dire, sur le modèle russe et de revendiquer une sorte d'autoritarisme éclairé, ou en tout cas d'autoritarisme de projet, ou, qui permettrait à la société de sortir, à des grandes tranches de la société, de sortir de la pauvreté et d'aller vers une économie de production, mais on voit clairement que ça ne fonctionne pas. Mais pour prendre encore un peu plus de hauteur, et tout en restant focalisé sur cette question qui est centrale, euh, est-ce qu'on peut dire aussi que concernant la démocratie, le modèle occidental et le modèle alternatif actuellement, celui des BRICS, est-ce qu'on peut dire qu'on passe vers, non pas comme c'était à l'époque de la guerre froide, un conflit et un affrontement d'idéologie, vers quelque chose qui se base davantage sur l'économie, c'est-à-dire l'économie qui remplace l'idéologie? Est-ce que c'est ça? Parce qu'on voit clairement que la Russie, si elle arrive à tenir la route, elle tient face au bloc occidental, parce qu'on voit clairement aussi qu'il n'y a pas que l'Ukraine et que derrière l'Ukraine, il y a l'OTAN. Euh, la Russie, on voit qu'elle tient par son économie et que derrière la Russie, il y a la Chine.
Et la Chine, si elle tient surtout par son économie aussi. Est-ce qu'on peut dire que les modèles qui s'affrontent en ce moment sont plutôt des modèles économiques et qu'on est revenu à des questions plus basiques de production et de distribution de richesses dans la société et que on est revenu à une vision un peu plus réaliste de la science politique, c'est-à-dire qui est liée au vécu du citoyen, à la situation réelle de la société, non pas au progrès uniquement idéologique. Est-ce que, je ne sais pas ce que, professeur Lehouari, est-ce que tu arrives à me suivre sur... Oui, oui, j'arrive à te suivre, mais en même temps, il y a beaucoup de directions dans cet ensemble de questionnements. Juste pour refermer la parenthèse de l'Algérie, si l'Algérie, malheureusement, ne compte pas sur la géopolitique ni mondiale ni régionale, c'est parce que l'Algérie, enfin l'Algérie, pas l'Algérie, les dirigeants algériens n'ont pas de projet pour la société. Ils n'ont pas de projet pour le pays. S'il y avait un projet, euh, et avec mobilisation des compétences, qu'est-ce que tu fais à Paris? Toi, qu'est-ce que tu fais à Paris? Et moi, qu'est-ce que je fais à, aux États-Unis et des milliers, etc. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de projet. Bon, bref, on reviendra sur l'Algérie si tu veux, on pourra ouais, consacrer. Mais pour revenir à ce que tu as dit, et c'est très important, moi, voilà comment je vois les choses, parce que, bon, chacun de nous apporte des éléments d'analyse et l'explication générale sera collective. Moi, je vois que à partir de 1500, l'histoire a basculé. L'Europe a émergé, alors que l'Europe n'était, à part l'Europe méditerranéenne, qui était importante sur le plan de la civilisation. Et si tu lis Hegel lui-même, qui est allemand, il parle de l'Europe barbare. mm, L'Europe a commencé à émerger en tant que civilisation à partir du XVe siècle. Et d'ailleurs, il y a des dates. Et ça, les historiens, ils devraient nous expliquer pourquoi elles concordent. La découverte de l'Amérique, la chute de Constantinople, la chute de Grenade, l'apparition du protestantisme et le début du capitalisme. Et à partir de là, l'Europe est devenue une puissance qui a dominé le reste du monde, mais en même temps, elle a unifié l'histoire du monde. Je suis un peu hegelien quand je parle comme ça, bien que je mm. n'aime pas beaucoup Hegel, je préfère Kant, mais l'Europe a unifié l'histoire et a unifié l'économie. Et ce modèle a fonctionné avec une Europe de l'Ouest et les États-Unis comme centre de production des richesses et le reste du monde comme fournissant des matières premières et des produits agricoles Par la colonisation. par la colonisation, la conquête des marchés. Voilà, ce modèle a fonctionné à peu près pendant 3 siècles. Aujourd'hui, ce modèle est en crise. Pourquoi? Parce que des pays du Sud, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, commencent à produire des richesses et non pas seulement à vivre sur l'exportation de matières premières. Alors, ça ne veut pas dire que l'Occident, quand j'ai dit l'Occident, c'est l'Europe et les États-Unis. Ça ne veut pas dire que l'Occident est en train de s'appauvrir. Les États-Unis ou l'Europe produisent
aujourd'hui plus de richesses qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Mais leur part dans la production des richesses Mondial a baissé. mondiales diminue. Ouais, tout à Le fait. déclin n'est pas, il y a un déclin, il n'est pas absolu, il est relatif. Et c'est ça qui fait crisper les Occidentaux. Ils sont crispés. Et donc, c'est ce qui explique que ce unhinged, Trump, déséquilibré, il croit résoudre ce problème par les tarifs. Mais les tarifs, déjà, le vendredi dernier, il y a eu la publication des statistiques de l'emploi, et ça c'est une conséquence des tarifs. L'emploi n'a pas progressé aux États-Unis comme prévu. L'emploi est déclinant aux États-Unis. Et tu sais quelle a été la réaction de Trump? Oui. Il a mis à la porte la responsable du département du travail. Non, il est complètement. Donc, si les statistiques disent la vérité, pour Trump, ce n'est pas les statistiques qui disent la vérité, c'est celui donc, c'est le messager qui est coupable, ce n'est pas le message. Enfin bref, donc, les Occidentaux et les Européens, beaucoup plus que les Américains, sont sur la défensive. Et la guerre en Ukraine n'a pas facilité les choses. La première victime européenne de la guerre en Ukraine, c'est l'économie allemande. Et l'économie allemande c'était elle qui subventionnait, enfin, j'exagère un peu, en grande partie, les pays européens, les pays de l'Union européenne, qui ne sont pas très développés. Mais à partir du moment où les Allemands n'auront plus une, une balance commerciale excédentaire, ils ne pourront plus subventionner comme avant. Il ne faut pas compter sur la France. Et là, l'Union européenne risque de se désintégrer. Et tu penses que c'est Parce vrai que le les processus de entreprises désintégration? européennes ont perdu le marché russe, ont perdu, ont perdu le gaz et le pétrole russe, surtout le gaz russe, qu'ils payaient moins cher que celui qu'ils importent des États-Unis. L'Europe est perdante sur le plan économique à la suite de la guerre en Ukraine. Le marché russe, ils se sont retirés, ils ont sacrifié le marché russe. Alors que font les Russes? Et comme ils ont des gens compétents, il ne faut pas oublier qu'ils sont des gens compétents. J'ai cité par exemple cette responsable de la Banque centrale, mais il y a aussi le ministre des Finances, etc. Eh bien, ils sont en train d'intégrer, parce que jusqu'à 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 la guerre de l'Ukraine, l'économie russe était très intégrée à l'économie européenne, Ouais. mais au niveau commercial. Au niveau commercial. La Russie vendait du gaz et du pétrole à l'Europe et elle importait des produits fabriqués en Europe. Eh bien, ce modèle-là, il va cesser. La Russie va produire des biens en Russie et elle permet, puisque c'est le capital privé, comme tu as dit, c'est le capitalisme, ils vont produire des biens qu'ils importaient de France et de Hollande ou de l'Allemagne. Ils vont même essayer d'exporter. Et les sanctions, c'était prévisible qu'elles soient inefficaces, puisque la Russie est frontalière avec la Chine, qui est très gourmande en gaz et en pétrole. La Russie dit, bon, vous ne voulez pas mon gaz et mon pétrole. Ils sont en train de construire un oléoduc et un gazoduc vers la Chine. Dans 2 ans ou 3 ans, il sera opérationnel. Et donc la Russie ne va plus dépendre
des Européens, mais les grands perdants, c'est les Européens. Et ils s'enfoncent. Parce Ils veulent augmenter le budget militaire. Mais pourquoi augmenter le budget militaire quand nous savons qu'aujourd'hui, les guerres se remportent grâce à de la technologie, avec des missiles balistiques. C'est pas la peine de mettre des milliards de dollars dans. Et Trump, encore une fois, un couteau dans le dos des Européens, il leur demande d'augmenter leur contribution à l'OTAN, ou bien plutôt d'augmenter le budget de la défense à 5% du PIB, lesquels 5% du PIB seront des achats de l'armement américain. tout à fait, ouais. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression que les dirigeants actuels de l'Europe, je parle de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne, ils sont immatures. De Gaulle n'aurait jamais accepté cela. Il n'aurait jamais accepté cela. Il faut voir l'intérêt du pays. Ouais. Et pour rester toujours sur cette thématique qui est vraiment, parce qu'on est parti du conflit ukrainien, et là nous sommes en train de prendre de la hauteur, et on voit en réalité que nous assistons à une remise en cause de l'ordre mondial. Parce que là, quand je parle de l'ordre, mais vraiment, c'est-à-dire de l'organisation. Allez, parce que l'ordre mondial, c'est un peu une expression un peu trop galvaudée. Donc un peu de l'organisation mondiale, c'est-à-dire la distribution des rôles entre un Occident libéral, capitaliste, qui s'est dirigé de plus en plus vers, on va dire, vers un capitalisme financier, C'est rentier, rentier, extractif. voilà, et un bloc, on va dire, du Sud, oriental et du Sud, qui était plus un atelier, une sorte d'atelier, d'usine, pas cher pour les biens qui étaient consommés en Occident. Mais là, on voit que la Russie et notamment la Chine ont réussi à créer aussi leur propre société de consommation en créant des classes moyennes et en élevant le niveau de vie de leur population. Et donc là, c'est pour ça que je parle aussi, c'est pour ça que je parle d'une remise en cause de l'organisation mondiale, parce que on voit bien que à la fin des colonisations avec le mouvement des indépendances des années 50-60, on voit que l'organisation mondiale du travail, on va dire, et du commerce a remplacé un peu ce qu'était la colonisation. Hein, l'a remplacé dans le commerce mondial et dans les institutions mondiales qui ont permis toujours à l'Occident d'asseoir sa domination et de faire du bloc oriental une grande usine à main-d'œuvre pas chère, comme je l'ai dit, pour la production des biens consommés en Occident. Mais là, on voit que la richesse n'est plus monopolisée, la richesse et la consommation ne sont plus monopolisées en Occident et qu'il y a un déplacement de la consommation, du capital et donc une remise en cause de l'Organisation mondiale du commerce d'ailleurs que Trump remet en cause intégralement, une remise en cause des alliances, de la distribution des rôles et qui va nous emmener peut-être à une nouvelle redistribution des rôles qu'on ne peut pas vraiment prévoir, dont on ne peut pas prévoir les contours d'une manière précise, professeur Lehouari. Est-ce que c'est ça qui est en train d'avoir lieu? J'ai envie de dire d'une manière très simple, les Chinois ne veulent plus travailler pour les Occidentaux, ne veulent plus travailler pour les Américains, pour habiller les Américains pour des t-shirts à 1 euro ou à 1 dollar. Est-ce que c'est plutôt ça? Oui, mais il faut préciser. Alors, il y a une théorie que je trouve
Et c'est peut-être, Juste. juste un instant et je termine sur ça. Et c'est peut-être pourquoi on voit un Occident va en guerre. Parce qu'ils se lancent, comme ils savent qu'ils sont perdants dans la qu'ils peuvent être très perdants dans la nouvelle distribution des rôles et dans le nouvel ordre mondial, alors ils se disent, on va revenir à la guerre, simplement. Puisqu'ils perdent sur le plan économique, et donc c'est le nihilisme, c'est la volonté de mort et de destruction. Puisque Alors, faire la tabula rasa, encore une fois. ils perdent sur le plan économique peut-être, mais ce qu'ils perdent surtout, c'est l'hégémonie. Oui, Ce qu'ils perdent surtout, c'est la puissance. oui, bien sûr. Et donc, c'est l'empire Ouais. qui est ébranlé. Parce que pourquoi, pourquoi les Américains sont obsédés par les Chinois? Mm. Je vais te dire, enfin, d'après moi, je vais te dire pourquoi. Parce que ils disent que les Chinois, ils sont en train d'avancer économiquement et cette avancée économique va leur donner une puissance financière qu'ils vont traduire par un potentiel militaire qui sera supérieur au nôtre. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a des Américains qui disent, des universitaires de renommée mondiale, hein, Mm. qui disent que l'Amérique est en train de perdre son temps et ses moyens en Ukraine, l'Amérique est en train de perdre son temps et ses moyens au Moyen-Orient à soutenir Oui, Israël. Le vrai danger, c'est la Chine. tout à fait. La Chine, aujourd'hui, produit plus de navires militaires que les Américains. Et donc, c'est ça leur. Mais alors, il y a une théorie qui dit, et je pense que c'est vrai, que euh, les États-Unis ont voulu, dans les années 80, à partir des années 80, aider la Chine à se développer économiquement. Pour deux raisons. La première raison, c'est en délocalisant des entreprises de l'Oklahoma, du Colorado, de l'Arkansas vers la Chine, euh, ils vont importer des produits qui auraient été produits aux États-Unis avec des salaires supérieurs. Et donc, est-ce que c'était pour les aider ou plutôt pour optimiser les gains? Non, non, pour diminuer les salaires de la classe ouvrière américaine. Oui. Et donc, on détruit du travail aux États-Unis pour de plus grands profits. C'est le profit. Mais dans ce plan, ils n'ont jamais pensé que la Chine ferait des progrès fulgurants. Ils ont pensé que la Chine restera au stade manufacturier. Elle va continuer à produire juste à fabriquer juste des jouets, des jeans, certains médicaments, etc., avec des salaires très bas, et le capital américain ferait des profits tels euh, euh, très importants, d'une part. D'autre part, ils ont prévu que, avec la naissance d'une bourgeoisie et d'une classe capitaliste en Chine, il va y avoir une révolution politique et donc il va y avoir une démocratie libérale comme Chine. Mm. Et cette démocratie libérale sera amie aux États-Unis et ainsi euh, on aura la Chine comme un régime qui n'est pas hostile, mais un régime ami ou même. Mais est-ce qu'on peut dire que le régime chinois est vraiment hostile aux États-Unis? Bah, s'il y a un régime qui a peur que Il est plutôt l'économie concurrent? américaine s'effondre, c'est bien les Chinois. Parce que déjà, ils ont près de 1000 milliards, ils ont 800 milliards Oui. aux États-Unis Peut-être, en bons oui. du trésor. Ils ne veulent pas perdre les 800 milliards Mm. de dollars. Euh, non, ils ne sont pas hostiles économiquement, mais de par sa puissance
je vais te donner un exemple. Imagine-toi que ton voisin est un géant. Ce géant est doux, Ou qu'il il est est en train de gentil. grandir d'une manière Et exponentielle. ton voisin, il est doux, il est gentil, mais du fait qu'il est plus fort que toi, tu as peur de lui. Tu as peur de... C'est exactement ce qui se passe. Alors que ce géant n'est... Les Chinois n'ont aucune intention de se lancer dans des guerres Oui, ils sont pas ou dans belliqueux. des campagnes militaires. Ce que veulent les Chinois, c'est continuer, il n'y a pas d'autre mot, à dominer économiquement le reste du monde. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai posé la question, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit que peut-être derrière le conflit ukrainien, derrière cet affrontement militaire qu'on voit en Ukraine, mais qu'on voit aussi au Moyen-Orient, avec, avec, on va dire, un fond plutôt religieux, mais qui cache peut-être la même chose aussi, et qu'on pourrait voir un jour à Taïwan, et qu'on pourrait voir peut-être dans l'Afrique du Nord, comme on l'a vu auparavant en Amérique latine, est-ce que en réalité, ce sont des modèles économiques, pas idéologiques? À l'époque, c'était idéologique. Maintenant, ce sont des modèles, c'est des concurrences économiques qui se cachent derrière ces affrontements militaires, derrière ces affrontements armés. Parce que les Chinois sont en train d'émerger en tant que nouvelle société de consommation. Et ça sera et c'est le cas déjà de la Russie, mais ça sera peut-être aussi le cas prochainement d'autres pays du Moyen-Orient, de pays africains, qui vont plus, non, qui ne vont pas, qui vont déjà cesser d'exporter leurs matières premières, mais surtout qui vont produire et consommer sur place. Et on sortira Alors, de, ouais. pour Et c'est prolonger ta réflexion, quel concurrent, qu'elle représente un danger pour les sociétés occidentales parce qu'elles ne veulent plus être à leur service. Et alors certains auteurs ou observateurs de la scène mondiale pensent que la guerre en Ukraine a été provoquée, c'est-à-dire on a poussé la Russie à envahir l'Ukraine, donc elle est provoquée par les pays occidentaux qui pensaient qu'avec la guerre, cela affaiblirait la Russie, tout à fait. cela affaiblirait la Russie, dont ils craignaient qu'elle fasse alliance avec la Chine, et donc en affaiblissant la Russie, en ayant un régime amical à l'Occident, on encercle d'un côté il y a le Japon, de l'autre côté il y a la Russie, ce qu'on appelle la théorie du containment, on contient la Chine. Eh Et bien, ce calcul avec a abouti au résultat contraire. Il absolument. a rapproché encore plus la Russie de la Chine. Alors là, C'est pour ça que je me demande ouais, le niveau de compétence des cadres des services de renseignement je ne des sais pays pas ce qu'on occidentaux, de peut. la CIA et du MI6. Ils n'ont pas vu que... Mais vu comme tu le présentes, le Wally, et je suis assez d'accord avec toi parce que ça va m'emmener vers quelque chose et tu vas voir qui nous intéresse directement. Vu comme tu le présentes, je pense pas que ce soit vraiment une question de compétence. Je pense qu'ils sont tout à fait compétents et qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils ont juste fait un mouvement et le mouvement n'a pas réussi. Mais ils ont eu beau jeu parce que ils ont vu que la progression de la Chine et de la Russie est inéluctable. Donc il fallait tenter des choses pour les freiner. Et ça ne marche pas. Au contraire, c'est en train de les renforcer. Et c'est pour ça que j'ai envie de te poser une question un peu ironique. Tu as parlé de mettre en place en Russie un régime ami des États-Unis. Et j'ai envie de te poser cette question. Qu'est-ce qu'un régime ami des États-Unis? Un régime ami des États-Unis, c'est un régime où le capital financier international fait des profits en Russie. La Russie, c'est un pays vaste.
et ils veulent le marché russe. Le marché russe, c'est ça un pays ami. Donc l'exploitation des Russes, en fait, c'est-à-dire l'empêchement de ce modèle d'État russe qui est au service de sa population. C'est un peu ça. Pourquoi je te pose cette question? Parce que j'ai l'impression aussi que ce que les pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique en général ont vécu et continuent de vivre, c'est-à-dire la mise en place de régimes d'empêchement, c'est-à-dire des régimes qui empêchent l'avènement des États, c'est-à-dire c'est-à-dire des régimes sans projet. C'est ça, l'Égypte, Ouais, le par régime exemple l'Égypte égyptien n'a pas ou de le régime projet, algérien le régime algérien, la monarchie marocaine, son seul projet, c'est que la monarchie survive. survivent. L'Algérie, la même chose. Oui, non, c'est pour ça que ce sont des régimes qui ne mènent pas leur pays vers le progrès. À la Là, j'ai différence envie de des te poser régimes une autre. autoritaires russes et chinois Ouais, qui mènent leur pays respectif ouais. vers le progrès économique. Et là, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que la Russie, la Chine, ou ce qu'on pourrait appeler les leaders du Sud global, de ce mouvement des BRICS, est-ce que tu penses qu'ils présentent vraiment un modèle alternatif pour les pays du Sud, ou ça sera, si jamais la Russie triomphe et la Chine triomphe, ça sera toujours le même schéma de domination et de vassalisation des autres États du Sud? C'est-à-dire, Non, ouais, non, je ne crois pas qu'ils veulent imposer un modèle alternatif. Comme je t'ai dit, l'Europe a mondialisé l'histoire, l'Europe a imposé le marché euh, à l'univers. Il y a donc cette dynamique historique qui va continuer, mais l'histoire connaît la dialectique, l'histoire est mue par des forces contraires, il y a des dialectiques, et ce que veulent des pays comme l'Inde, la Chine, le Brésil, etc., qui ont des moyens, ce qu'ils veulent, c'est la dignité, l'égalité et le droit international. Or, ces trois catégories, l'Occident ne veut les appliquer qu'à lui. Il ne veut les appliquer qu'à lui. Même le droit international, il n'est évoqué que lorsqu'il défend les intérêts des Américains et des Européens. Et donc la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., ils demandent le respect du droit international, l'égalité et la dignité. Ce que, euh, bon, probablement que nous allons, comme tu me l'avais proposé, avoir un podcast sur le Moyen-Orient, mais on voit l'hypocrisie des États-Unis et des Européens qui sont complices dans le génocide contre les Palestiniens, alors qu'ils ne cessent de parler de droit, ils ne cessaient de parler de droit international. Et aujourd'hui, le droit international, qui c'est qui le défend? C'est le Brésil, c'est l'Afrique du Sud, c'est la Chine. L'Occident ne veut pas de multilatéralisme. Ils veulent de monde unipolaire. La seule puissance, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est un porte-avions amarré aux États-Unis. Et le reste du monde, c'est des sous-citoyens à qui on donne des miettes. Et il y a une révolte donc on peut dire du, que les du, BRICS du, représentent quand même une alternative entre toute proportion gardée, une alternative dans les révolutionnaire. luttes mondiales. Une alternative dans les luttes mondiales. Une alternative dans le rééquilibrage des relations entre États. Les relations entre États ne sont pas celles que disent les textes de l'ONU. Donc c'est la multipolarité qui garantit le respect du Bien droit la international. multipolarité et des organismes internationaux, comme l'OMC, l'OMS, la CNUSED, la FAO, l'UNESCO, mais en même temps qui ne fonctionnent pas sous
la tutelle hégémonique Les États-Unis. des Occidentaux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je vous laisse le mot de la fin, professeur El Houari, et vraiment, je te remercie pour cet éclairage. Je pense que nous avons quand même fait le tour de la question, même si la fin de cet échange ouvre déjà la porte à un autre échange que j'annonce déjà. Donc prochainement, nous aurons le plaisir, j'espère, de recevoir encore une fois El Houari pour parler du conflit ou des conflits au Moyen-Orient. Et pour aujourd'hui, je te laisse, le Houari, si tu veux un mot de la fin, si tu as quelque chose à dire. Je te remercie de me laisser le mot de la fin et je voudrais dire que le capital financier international, il est homogène, il est uni, il a ses centres névralgiques à New York, Wall Street, New York, Londres, Paris, Francfort, et donc il est uni. Mais les luttes, les résistances sont nationales, elles sont désunies. Pour être efficaces et pour remporter quelques petites victoires contre le capital international, il faudrait que les syndicats en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie prennent contact avec les syndicats aux États-Unis et établissent une fédération syndicale mondiale pour exprimer leurs revendications et inscrire leur lutte. Mais est-ce que ça serait pas un retour, j'ai pas envie de te relancer encore, mais est-ce que ça serait pas un retour à l'international Il faut une internationale ouvrière qui, malheureusement, a avec- échoué. Non, non, ouais, elle a échoué parce que elle a été instrumentalisée par l'Union soviétique qui en a fait un instrument au service de son État. tout à fait. L'internationale ouvrière n'était pas au service des syndicats et des ouvriers. Oui, Elle a c'était été au service de l'État. Et donc, au service du il leader. faut, il faut une émanation internationale des classes ouvrières et même des classes moyennes qui se sont paupérisées pour faire face. Parce que en Allemagne ou en France, on a beau prendre une mesure contre, disons, augmenter la fiscalité en France, ben, qu'est-ce qu'il y aura comme résultat? Ben, le capital, en France, il va partir aux États-Unis ou il va partir en Angleterre. Et donc, si ce capital, il va trouver la même taxe aux États-Unis, en France, en Allemagne, il ne va pas partir. Le Ouais, mouvement ouvrier est divisé, le capital, la bourgeoisie internationale rentière est unie tout à fait. de façon organique. Voilà, merci Karim, et donc à la prochaine. Merci, le Houari. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je vous donne un autre rendez-vous prochainement avec le Houari Addi et d'autres invités aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien Karim, merci.